L'idée, en fait, c'est de faire en sorte que nous nous sentions un petit peu plus européens à travers ces rencontres, dans la mesure où nous pensons qu'avec la culture de chacun d'entre nous, on doit pouvoir trouver une culture commune qui nous permette de nous sentir un petit peu plus européens. Voilà. Donc, l'année prochaine, ces rencontres et ces soirées auront lieu le jeudi à partir de 17h, 17h30. Et donc, nous espérons pouvoir accueillir là aussi un petit peu plus d'étudiants qui nous permettraient, c'est quand même eux qui devraient nous aider dans cette démarche. Voilà. Alors, je vous remercie d'être ici pour cette rencontre. Messieurs donc Ablonzi, qui est directeur de l'Institut Hongrois de Paris, merci d'avoir fait le déplacement, et Monsieur Théier, maître de conférence en sciences politiques, qui, je crois, va animer ce débat. Je vous remercie, je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous et merci aussi pour votre invitation. Donc, je vous propose un schéma simple qui consistera donc par d'abord vous passer la parole pour commencer et vous demander de nous parler de la situation des politiques culturelles en Hongrie et peut-être éventuellement aussi de ce qu'a été l'action du gouvernement hongrois au niveau européen. Et puis ensuite, il nous reviendra de parler des politiques de l'Union européenne en matière culturelle et d'envisager, enfin, de rapprocher ces politiques du modèle français de politique culturelle. Et puis ceci donc, se terminera par une évocation de l'actualité, une invitation à vous tous pour nous interroger sur nos deux exposés. Donc, je vous propose de prendre la parole pour commencer. Merci et bonjour. Est-ce que vous m'entendez, même au fond de la salle? Ça, très bien. Ben, merci pour l'invitation. Et comme je suis le directeur de l'Institut Hongrois à Paris depuis le 15 avril, donc c'est tout nouveau, et normalement je suis historien à l'Université de Budapest, donc j'essaierai de parler avec un arrière-plan et un contexte historique, de mettre quelques repères à votre disposition afin de mieux comprendre certains choix et certains engagements de la politique culturelle hongroise dans les 20 dernières années, enfin je veux dire depuis la transition démocratique. Donc il y a deux choses à préciser, deux remarques fondamentales avant d'entamer notre propos. Le rôle de la culture en Europe centrale, pas seulement en Hongrie, mais dans les autres pays, enfin je m'autorise à parler en leur nom. La culture a toujours eu une importance primordiale dans la vie de ces nations parce que, en quelque sorte, la culture nationale, la langue, une littérature commune, des symboles communs, des mythes communs ont parfois, même assez souvent, remplacé la souveraineté étatique manquante. C'est-à-dire que, comme vous le savez certainement très bien, il n'y avait pas de Pologne, enfin, il n'y avait pas d'État polonais pendant plus d'un siècle, entre la fin du XVIIIe et début du XXe siècle. Il n'y avait pas d'État tchèque entre la bataille de la Montagne Blanche en 1620 et 1918. Il n'y avait pas d'État hongrois souverain, en tout cas, entre la bataille de Mohács dans le XVIe siècle et 1918, fin de la Première Guerre mondiale. Mais il y avait toujours un occupant, une puissance étrangère dans la région qui exerçait la souveraineté sur ces territoires. Et pour ces peuples-là, la culture, la création d'un trésor culturel commun était toujours primordiale. Et c'est particulièrement vrai pour la période qu'on appelle, comme l'historien marxiste anglais Eric Hobsbawm disait, c'est la période de l'invention de la nation. Donc je pense à la première moitié du XIXe siècle, donc, où on voit un certain processus intellectuel et culturel qui a pour but de créer certaines institutions de la nation. Je pense notamment au théâtre, c'est la période de florissement des théâtres nationaux, des académies de sciences qui ont pour but en quelque sorte de codifier la langue, codifier une langue moderne, pas seulement en Hongrie, mais dans tous les États ou chez tous les peuples de l'Europe centrale.
Donc, il y a un fort attachement à cause des circonstances de la naissance de la nation moderne, je précise parce qu'il y a quand même des antécédents au Moyen Âge. Dans ces régions-là, dans ces pays-là, il y a un fort attachement aux instruments ou aux institutions de la culture, qu'il s'agisse des théâtres, des musées, et il y a un fort attachement aux symboles et à certains mythes fondateurs de la nation. Donc c'est ma première remarque. Deuxième remarque, et plus spécifiquement hongroise, il y a une obsession hongroise, je vous dis ça tout à fait clairement. L'obsession hongroise, c'est depuis à peu près 2 siècles, c'est son rapport à l'Occident, de l'ouest de l'Europe. Donc le projet hongrois, entre guillemets, qui naît dans les premières décades du 19e siècle, c'est rattraper l'Europe, moderniser le pays sous souveraineté des Habsbourg. Donc à ce moment-là, Hongrie fait partie de l'Empire des Habsbourg. Donc rattraper l'Europe, moderniser le pays, mettre en place une infrastructure moderne, bâtir des chemins de fer, naviguer sur le Danube ou sur le Tisa, donc des rivières, bâtir un État moderne et créer un État moderne à l'instar des États souverains de l'Europe de l'Ouest. Et donc ce sentiment de rattrapage est un phénomène constant de la pensée politique hongroise depuis le début du XIXe siècle. Donc c'est à partir de cela qu'on peut comprendre toutes sortes d'enjeux et de débats sur l'identité hongroise et autre chose. Donc il y a un grand réformateur hongrois, le comte Széchenyi, donc S-Z-E-C-H-E-N-Y-I. Bon, c'était un aristocrate qui, par le biais de développement de l'infrastructure, de la navigation par exemple, de la course chevaux, parce que c'était le modèle anglais à l'époque, il tenait ça très important, et la relance d'une vie économique où par exemple l'instauration du crédit, l'abolition de servage a mis au... Et c'était un des fondateurs de l'Académie des sciences hongroises. Donc ce comte-là, comte Széchenyi, est un des fondateurs de cette pensée politique de rattraper l'Occident. Il est considéré même aujourd'hui, dans chaque village, chaque ville hongroise, vous trouvez au moins une statue de Széchenyi ou une rue nommée Széchenyi, qui est considérée comme le plus grand des Hongrois. Et donc, l'autre facette de cette obsession hongroise concerne les reflets de cette quête, de ce rattrapage. Donc, les Hongrois sont toujours curieux de savoir ce que pense l'Occident, la France, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne d'eux. Bien évidemment, comme c'est d'usage, on aime plutôt quand on pense bien de nous et on est tout à fait exaspéré quand cette opinion est plutôt négative. Donc cette quête, enfin ce projet de rattrapage est en quelque sorte aggravé par le fait que les malheurs survenus à la Hongrie au XXe siècle sont souvent attribués par l'opinion publique hongroise à une image falsifiée de la Hongrie. C'est-à-dire que la vérité hongroise, entre guillemets, n'éclatait pas au grand jour et tous les malheurs du peuple hongrois sont dus à une mauvaise image à l'Occident. Et c'est pour ça que c'est une autre facette de ce projet de modernisation que les Hongrois essayent de mettre à l'œuvre, l'État hongrois ou l'élite politique hongroise essaye de mettre à l'œuvre tas de choses pour améliorer l'image de la Hongrie à l'étranger. L'Institut hongrois de Paris en est un exemple. La Hongrie dispose en ce moment de 19 instituts culturels dans le monde, qui est beaucoup par rapport à un pays de 10 millions d'habitants. Et je peux dire, les professeurs et des lecteurs de hongrois envoyés par l'État hongrois sont présents dans 20 pays dans le monde.
Et je peux dire que l'Institut de Paris, l'Institut hongrois de Paris, est en quelque sorte une cuirassée de cette flotte culturelle hongroise, avec les instituts de Berlin et de Rome. Je ne sais pas si vous connaissez ça, notre institut se trouve 92 rue Bonaparte, dans le 6e arrondissement, près du Jardin de Luxembourg. C'est un bâtiment de... Moi-même, quand j'ai découvert la première fois, j'étais un peu horrifié parce que c'est 3000 mètres carrés, 8 étages, avec salle de cinéma, etc. Mais l'idée, j'en reviendrai, de créer ce réseau d'instituts, eh bien, ce n'est pas une invention communiste, ce n'est pas une invention moderne, ça date des années 20, quand justement une bonne partie des Hongrois considéraient que leur sort, enfin le sort réservé à la Hongrie était injuste, et pour remédier à cette injustice, on a créé tout un réseau d'instituts culturels hongrois à l'étranger. C'était juste une remarque à propos de cela. Donc, je passe à mon deuxième point. Je vais être très court, je vous promets. Donc, c'est un petit traité de l'histoire hongroise du XXe siècle, juste un peu pour voir les différents traits de ce pays. Donc, comme je vous avais dit, la Hongrie a perdu sa souveraineté dans le XVIe siècle, à la suite, donc c'est la fin du royaume médiéval de Hongrie, avec une bataille avec les occupants, enfin avec les Ottomans. Donc il y a une occupation turque dans le centre du pays qui dure à peu près 150-160 ans. Le pays est divisé en deux, et après les guerres de libération, c'est la souveraineté, c'est l'État, l'Empire des Habsbourg qui devient maître des lieux. Donc cette situation, avec des changements bien évidemment, je ne vais pas y revenir, avec des luttes d'indépendance, avec des soulèvements contre cette domination des Habsbourg, dure jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais après 1867, la Hongrie jouit d'une grande indépendance à l'intérieur de cet empire des Habsbourg. À partir de 1867, on parle plutôt de la monarchie austro-hongroise, pas de l'empire des Habsbourg. C'est ce qu'on appelle un État dualiste à deux têtes, avec un centre à Budapest et avec un centre à Vienne. Et l'État hongrois, enfin la Hongrie dispose d'un gouvernement avec un premier ministre, etc., avec sa propre administration, etc. C'est un régime, on pourrait dire, nationaliste libéral, donc c'est formé. À l'époque, c'est pas contradictoire. Les libéraux hongrois mettent en œuvre un vaste programme de développement économique, etc., qui est nettement stoppé après la Première Guerre mondiale. Il y a, comme vous le savez, la monarchie austro-hongroise était membre des empires centraux, avec l'Allemagne, la Turquie et la Bulgarie, et ils ont perdu la Première Guerre mondiale. Et à la fin de cette guerre, je m'arrête un petit peu, les Hongrois adorent en quelque sorte leur défaite. C'est toujours, quand vous demandez à un Hongrois les événements les plus importants dans l'histoire hongroise, ils vont dire au moins 3 batailles perdues et des généraux fusillés par les Autrichiens. Et une des tragédies nationales, c'est le traité Trianon en juin 1920, qui démembre le pays. Donc la Hongrie perd à peu près 2/3 de son territoire historique et perdait à peu près 60% des habitants. Bien évidemment, c'était un État multiethnique, donc ce n'était pas seulement des Hongrois, Hongrois de souche, qui ont devenu citoyens d'autres États, mais à peu près 3 millions de Hongrois sont devenus sujets d'autres États limitrophes. Et ça, même aujourd'hui, une bonne partie de l'opinion publique hongroise considère ça comme une immense injustice, ce qui était d'ailleurs, enfin, c'est mon opinion, vous ne pouvez pas l'accepter, et c'est pourquoi que
parce que c'était le traité de Trianon, parce que c'était signé à Versailles, parce que le président de la conférence de paix était Georges Clemenceau, je vous avoue que la France avait une très mauvaise presse en Hongrie, et même aujourd'hui, je rencontre des gens qui disent que j'aime beaucoup les voitures françaises, j'adore parce qu'elles sont confortables, mais jamais dans ma vie je n'achèterai une Citroën parce que c'est fabriqué par des Français qui nous ont fait le traité de Trianon. Enfin, c'est pas aussi dur que ça, mais il y a des opinions comme ça. Donc, cette Hongrie de l'entre-deux-guerres, donc c'est un petit pays mutilé en partie par ce traité de Trianon, c'est un régime autoritaire, c'est pas un régime fasciste, mais c'est un régime conservateur autoritaire. C'est un peu le modèle polonais, si vous voulez, la Pologne du maréchal Pilsudski, ou comme la Grèce de Metaxas, où donc il y a tout un fourmillement de dictateurs, ou leaders autoritaires dans l'entre-deux-guerres en Europe centrale. Et l'amiral Horthy, qui était le dernier commandant de la flotte austro-hongroise, qui est devenu chef d'État, l'amiral Horthy, qui régnait pendant 25 ans, était chef de ce régime autoritaire très replié sur lui-même. Et comme je viens de le dire, les Hongrois, la grande majorité de l'opinion publique hongroise à l'époque, considérait que le traité de Trianon et tous les malheurs de la Hongrie sont survenus parce que il y avait une méconnaissance de la justice hongroise, entre guillemets, je dois rajouter, de la situation hongroise à l'étranger. Et c'est à ce moment-là que ministre de la Culture très ambitieux, ou non pas très hongrois, il faut avouer, le comte Klebesberg, c'est toujours des comtes. Avant 1945, il faut toujours au moins un ou deux comtes dans un gouvernement hongrois. Donc le comte Klebesberg a mis en œuvre une politique qu'on appelait d'hégémonie culturelle, c'est-à-dire en montrant, enfin, le but était de montrer en quelque sorte la supériorité culturelle de la Hongrie sur le plan intellectuel. Donc, de ça est née, par exemple, l'action du gouvernement. On a dépensé beaucoup d'argent pour l'éducation nationale. Il y avait un très vaste programme de construire des écoles. Actuellement, c'est toujours la colonne vertébrale, en quelque sorte, du système scolaire hongrois. Dans les années 20, plus de 3000 salles de classe élémentaires ont été bâties. Les fonds nécessaires pour cela provenaient en partie de l'armement, parce que le traité de Trianon a également interdit l'armée régulière. Donc il y avait des sommes, il y a juste une armée professionnelle de 35 000 personnes, qui était permis, qui était autorisée par le traité de paix. Et pour cela, il y avait des fonds qui ont été libérés pour ce programme culturel. Donc, comme je le disais, un programme de construire des écoles, un programme de construire des instituts scientifiques, pas seulement en Hongrie, mais à l'étranger, à Vienne. Construire des instituts culturels, un réseau d'instituts culturels hongrois à Rome, à Berlin, à Vienne. Et il y avait également à Paris, qui n'était pas un institut au sens propre, ça s'appelait Bureau d'information universitaire franco-hongroise, je me souviens de son nom. Mais c'était il faut dire, et il y avait un programme des boursiers, d'envoyer des boursiers à l'étranger pour étudier en quelque sorte. Donc c'était un vaste programme qui avait un certain succès, mais c'est très intéressant, que pas forcément dans l'entre-deux-guerres, et certainement pas pour démontrer quelque supériorité culturelle que ce soit, mais les gens formés grâce, par exemple, à ce programme de boursiers, ont trouvé leur place, c'est très intéressant, dans la Hongrie d'après 1945. Il y a beaucoup de scientifiques qui ont su parfaitement intégrer la Hongrie communiste, les structures de la Hongrie communiste,
qui ont reçu leur formation à cette époque-là, qui était vraiment une formation de première Europe financée par l'État allemand. Donc, forcément, comme un des grands perdants de la Première Guerre mondiale, la Hongrie, surtout dans les années 30, est devenue un allié de l'Allemagne de Hitler. Il y avait une forte courante dans l'élite hongroise qui était plutôt anglophile, donc qui se sont rangés plutôt du côté, enfin, qui voyaient l'Angleterre comme une maître de l'ordre et qui ont eu peur du national-socialisme. Mais une bonne partie de l'élite politique hongroise s'est clairement tournée vers l'Allemagne nazie. Donc la Hongrie, dans la première partie de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1941, a essayé de demeurer neutre, c'est-à-dire pas entrer dans la guerre aux côtés de l'Allemagne, mais finalement, après juin 1941, la Hongrie est entrée en guerre contre l'Union soviétique et par cette voie-là est devenue un allié de l'Allemagne nazie. Et ce qui s'en suivait, je ne vais pas entrer dans les détails, avec la Hongrie donc, a perdu à peu près 1 million de citoyens dans cette guerre, dont à peu près 300 000 juifs qui ont été tués à Auschwitz dans un très court laps de temps, en avril et juillet 1944. Donc c'était à la fin de la guerre, mais perpétré après l'occupation allemande du pays, perpétré par des Allemands, mais aussi par l'administration hongroise qui a quand même aidé cette démarche. Donc, ce qui est de point de vue politique culturel qui me paraît important après 1945, comme vous le savez, l'Union soviétique et l'armée rouge apparaît dans cette région de l'Europe. Après, et entre 1945 et 1947, il y a un bref interlude démocratique avec un système de plusieurs partis démocratiques, enfin pas seulement des communistes, il y a des élections qui ne sont pas très truquées en 1945, mais qui sont carrément manipulées en 1947. Et par ces élections-là, les communistes installent leur dictature. Et bien évidemment, ils ont une vision tout à fait autre de la politique culturelle. D'abord, comme dans tous les États communistes, l'idée c'est assurer un accès à la culture pour tout le monde, qui peut paraître tout à fait démocratique, mais bien évidemment, dans la pratique, c'est complètement différent. Donc il y a un filtrage excessivement rigoureux des auteurs, un filtrage excessivement rigoureux, par exemple, des intellectuels du futur. Donc, si vous étiez fils ou fille de capitalistes et de kulaks, vous n'étiez pas permis d'entrer à l'université et ni à l'enseignement supérieur. Il y a certains livres qui sont interdits. Il y a un triage du monde scientifique, donc ceux qui ne sont pas marxistes ou ne sont pas compagnons de route sont éliminés ou contraints à l'exil. Mais il faut dire que dans ces politiques culturelles, jusqu'à dans la période dure du communisme hongrois jusqu'en 1956, la devise, c'était la culture pour tous. Donc avec une production en masse de livres, c'est le moment quand les livres bon marché font leur apparition dans les appartements des ouvriers, une meilleure accessibilité au théâtre, aux concerts de musique, etc. Mais bien évidemment avec tout ce qui va avec dans un état totalitaire. Donc, je ne vais pas embellir la situation. C'était même aujourd'hui les sondages d'opinion en Hongrie, quand on demande aux gens quelle est leur opinion sur l'histoire hongroise, ils considèrent les années 50, soi-disant les années 50, comme la période la plus tragique de l'histoire hongroise, la plus obscure et la plus tragique. Comme vous le savez peut-être, il y a une révolution en 1956 qui est parmi les premiers
soulèvement contre l'hégémonie soviétique dans le bloc de l'Est. Il y a un moment de liberté, en fait 2 semaines, où il paraît que l'Union soviétique est prête à abandonner son influence, enfin une bonne partie de son influence en Hongrie, retirer ses troupes et assurer une politique, enfin une vie politique plus ou moins libre. Et finalement, pour différentes raisons que je ne vais pas détailler ici, une nouvelle vague une deuxième invasion soviétique arrive le 4 novembre 1956, avec une vague de répression après. Il y a à peu près 20 000 interventions pénales, je veux dire, quand les gens sont condamnés par des tribunaux. Il y a à peu près 400 condamnations à mort, enfin, qui sont exécutées. Et il y a à peu près 200 000 personnes qui quittent la Hongrie et vont à l'immigration. C'est la dernière grande vague de l'immigration hongroise. Il y en avait plusieurs auparavant, qui quittent le pays vers l'Occident. Mais le nouveau régime communiste, qui n'est pas celui des années 50, parce que les années 50 finissent en Hongrie en 56, en quelque sorte, après une période de répression, période dure de répression, le nouveau régime, le régime de János Kádár, si vous connaissez peut-être le nom, installe dès les années 60 qu'on appelait dans la presse occidentale communisme de goulash, qui était un nom moqueur donné à un régime qui était relativement plus libéral que les autres régimes de l'Europe centrale, surtout en matière d'économie, et en partie en culture, pas en politique étrangère, pas en politique, mais en matière économique et culturelle. Il y avait un certain relax. Par exemple, dès les années 50, le must, enfin les best-sellers de la culture française, américaine, anglaise, sont publiés en Hongrie, avec un an de retard, ou même pas. Des pièces de théâtre venues de l'Occident sont représentées dans les théâtres de Budapest et de province. Bon, il y a certains tabous, enfin, on ne publie pas d'œuvres ouvertement anticommunistes, on ne publie pas le 1984 d'Orwell, on ne publie pas Kessler, donc on ne publie pas ces classiques de l'anticommunisme, mais bon, si on ne franchit pas certaines bornes, qui ne sont pas très visibles, enfin c'est toujours au cas par cas, c'est un peu toujours le jeu en quelque sorte, il y a un relatif donc je répète, une liberté relative culturelle. Mais cette politique culturelle est strictement contrôlée par l'État et par le parti. Donc il n'y a pas de moyens, c'est pas comme en Pologne par exemple, où il y a une université catholique qui fonctionne à Lublin, il n'y a pas un mouvement clandestin intellectuel très, très répandu comme en Pologne ou de temps à autre en Tchécoslovaquie. Donc l'opposition demeure reste un groupe relativement isolé et divisé entre eux. Il y a plusieurs groupes, mais je ne vais pas y entrer. Mais à partir des années 80, le Parti communiste perd peu à peu son emprise sur la société hongroise. C'est en grande partie dû à la défaite économique du système, en quelque sorte. Les problèmes économiques surgissent et le parti, et Kádár, qui est toujours le premier secrétaire du parti depuis 1956 et qui est incapable de réformer. Donc le système devient de plus en plus rigide et avec ça, dès le milieu des années 80, il y a une relaxe supplémentaire en matière de culture. Mais la grande division, c'est quand même les élections démocratiques de 1990, donc quand il y a les premières élections démocratiques après 1947, parce qu'avant c'était
le système d'un parti, enfin il n'y avait pas le choix, donc le premier gouvernement démocratique est installé et une tout à fait nouvelle structure est instaurée dans la culture. D'abord, il y a au niveau des organigrammes, la politique culturelle hongroise est théoriquement dirigée par le ministère de la Culture et de l'Éducation. Du moins, c'était le cas jusqu'en 1998, quand, sous le premier gouvernement Orban, un ministère de l'héritage national a été créé. Il y avait un ministère de l'Éducation nationale séparé, et on a créé le ministère de l'héritage national. Je crois que le modèle, c'était l'Angleterre, où le ministère de la Culture porte cette dénomination. Après 2002, c'est devenu de nouveau ministre de l'Éducation et de la Culture. Actuellement, il n'y a pas de ministère de la Culture depuis 2010. Il y a un gros super ministère de ressources nationales, où il y a tout, c'est comme un langage espagnol. Enfin, il y a les affaires sociales, les hôpitaux, politique de la famille et la culture et l'éducation. Et il y a un ministre délégué à la culture qui est M. Gezo Szöcs, qui est un poète, enfin qui est auteur dramatique. Mais ce n'est pas la seule structure qui dirige les affaires culturelles en Hongrie. D'ailleurs, je ne peux pas dire des choses définitives aujourd'hui parce que c'est en plein changement. Parfois, je rencontre des collègues qui ne sont pas du tout au courant, même si leur institut mère existe-t-il encore ou pas. Enfin, il y a un changement dans les structures. Mais ça que l'on peut dire, grosso modo, c'est que ce n'est pas seulement le ministère, mais les collectivités territoriales, c'est-à-dire les municipalités et les conseils généraux, enfin les directions des départements, eux aussi disposent de grandes parties, surtout dans l'enseignement primaire et secondaire, des musées, des maisons de la culture. C'est encore une, entre guillemets, invention des communistes. Ils ont maison de la culture, ça existait auparavant, déjà en 1945, mais le développement du réseau est très visible sous le communisme, où ces maisons de culture sont destinées à propager une culture populaire et prolétaire, pas seulement dans les villes, mais dans les villes au niveau du village. Ce réseau qui pourrait être très utile était largement éprouvé dans les dernières années, donc par manque de moyens, manque de financement, ils ont fait tout. Enfin, ils étaient obligés d'offrir un peu n'importe quoi à leur public. Et également, par exemple, la grande partie des bibliothèques fonctionne avec le financement des collectivités territoriales. Et il y a certains autres institutions culturelles qui sont attachées à d'autres ministères. Par exemple, les instituts hongrois, ce réseau de 19 institutions que je viens de citer, n'est pas attaché à ce ministère délégué à la culture, mais nous sommes attachés au ministère de l'administration et de la justice. Parce que ce ministère est chargé de la formation de l'image de la Hongrie. Et je reviens à mon propos au début en disant que ça intéresse, ça obsède les Hongrois de savoir ce que les autres pays, tout spécialement l'Occident, pensent d'eux. Donc notre institut mère, l'Institut Baloch, est rattaché à ce ministère de la Culture. Il y a d'autres institutions, Office du patrimoine national, etc. Je veux parler juste un petit mot sur le Fonds national pour la culture, qui est une structure assez innovante, je trouve, qui a été créée au début des années 90, et le but était de créer un organe indépendant, financé par des taxes directes, des taxes sur les produits pornographiques, il y avait une taxe sur le kitsch, et sur des jouets d'enfants, des trucs comme ça, et 1% ou 1,5% de ces produits, enfin le prix de ces produits était versé à ce Fonds national pour la culture, où dans un système collégial, enfin il y avait plusieurs collèges ou jurys pour la danse moderne, pour les revues scientifiques, pour le film, pour le cinéma,
pour la littérature, on pouvait déposer sa candidature, demander le financement de l'État. Jusque-là, ça fonctionnait plus ou moins. Je dis plus ou moins parce que c'est un PPI, tout le monde connaît tout le monde. Moi-même, quand j'étais éditeur d'une petite revue, je savais très exactement qui était contre notre candidature et qui était pour. Mais quand même, le système a plus ou moins bien fonctionné. Bon, là, cette subvention via taxe sur le kitsch, la pornographie a été supprimée au milieu des années 90, mais la structure demeure et reste une source de financement très importante pour toute cette vie culturelle, je dirais civique ou associative, ou à la base d'initiatives locales. Bon, il y avait, je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, donc il y a des changements dans l'audiovisuel, comme sous le communisme, il y avait une seule télé, bien évidemment, donc il n'y avait pas de libéralisation, et une seule télé d'État, une seule radio d'État, contrôlée très directement par le parti. Le grand changement, c'était la nouvelle loi sur les médias en 1996, qui a permis un lancement des chaînes privées, chaînes télé privées et des radios privées en Hongrie. Et plus récemment, en 2010, comme vous le savez certainement, qui a suscité un certain nombre de débats, il y a à la fin de 2010, cette loi initiale sur les médias a été changée. Et il y a une nouvelle loi sur les médias avec beaucoup, il paraît, qui a suscité beaucoup de débats. Restons à ça, enfin, si vous avez des questions, je réponds volontiers. Et quatrièmement, et je termine par ce point-là, j'aimerais parler de deux volets à mes yeux intéressants de cette politique culturelle hongroise. Un, c'est la vocation de la Hongrie à l'égard des Hongrois vivant dans les pays limitrophes. Et deuxièmement, la mise en valeur de la culture hongroise au niveau européen. Donc, juste deux mots sur ces Hongrois vivant dans les pays limitrophes. Comme je disais à la suite de ce traité à la fin de la Première Guerre mondiale, plusieurs millions de Hongrois se sont retrouvés citoyens d'autres pays, donc pas la Hongrie, j'insiste, des Hongrois de souche, comme on dit en anglais, ethnic Hungarians. Donc, ils sont aujourd'hui à peu près 2,5 millions, selon les recensements officiels des Roumains, Slovaques, etc. Enfin, il y a beaucoup. Enfin, on parle d'une communauté linguistique de 14 millions de personnes en tout dans le monde. La population de la Hongrie elle-même est de 10 millions et 2,5 millions de Hongrois vivent dans les pays limitrophes. Et presque tous les gouvernements hongrois depuis le changement de régime ont eu une vocation, enfin, ils ont manifesté une volonté de subventionner, de soutenir l'action culturelle des Hongrois dans les pays limitrophes, où dans ces pays, en Slovaquie par exemple, ou en Roumanie, les partis hongrois font partie du système politique, sont membres, même aujourd'hui, membres du gouvernement, ils sont loyaux envers ces États, mais quand même ils sont à peu près, enfin grosso modo, chaque année c'est 10 milliards de forints qui sont donnés à des Hongrois vivant au-delà de leurs frontières. C'est surtout pour l'édition, pour la danse, théâtre contemporain, orchestre, etc., enfin pour la musique. 10 milliards de forints, c'est à peu près 35 000 euros, juste pour vous donner une idée. Ce n'est pas une somme excessive, mais on parle des communautés dans des situations très très diverses. Donc il y a, comme je le disais, il y a des partis hongrois qui sont présents dans le gouvernement en Slovaquie et en Roumanie, ont leur propre structure, leur théâtre, leurs journaux. Ils forment on pourrait dire, une société à eux. Et il y a d'autres communautés en Ukraine, en Serbie, plus petites, plus fragmentées, dans une situation économique souvent défavorable, frappées par le chômage, etc.
Donc, c'est juste quelques mots sur le problème de cette droite. Et sur la dimension européenne, comme vous le savez, l'UNESCO a déclaré 2011 année liste. Et comme les Hongrois adorent d'autres obsessions, adorent remarquer, apercevoir des Hongrois partout dans le monde, donc allant de Gabor Jaja jusqu'à Johnny Weissmuller, si vous connaissez le nom, l'acteur qui a joué Tarzan, qui était d'ailleurs pas hongrois, mais qui est un souabe de Roumanie. Enfin, il est né citoyen hongrois. Et bien évidemment, le président Sarkozy a souvent cité Hongrie. C'est très intéressant, on dit en Hongrie, on ne dit pas Sarkozy, on dit Sarkozy en hongrois. Donc Liszt est un peu, Liszt est considéré par les Hongrois comme un Hongrois. Néanmoins, Liszt est né dans la partie occidentale du pays qui appartient aujourd'hui à l'Autriche, dans un petit village de Riding, qui s'appelle en hongrois Doborian, et il a parlé hongrois, je veux dire, Liszt a parlé hongrois, mais ce n'était pas un hongrois sans accent et sans problème, malgré le fait que Liszt a été un fervent nationaliste hongrois, soutenait la révolution de 1948, a donné des concerts pour l'indépendance hongroise, a participé, et après ce compromis que je viens de citer en 1867, il a beaucoup travaillé pour la mise en relief de la culture hongroise, la culture musicale hongroise. Donc, on a quelques droits de dire qu'il est hongrois, mais bien évidemment, c'est un Européen avant tout, et on pourrait dire à ce même titre qu'il était allemand, autrichien, français, donc il était vraiment un citoyen de l'Europe. Mais je crois que l'Institut français avec qui nous travaillons sur cette analyse, nous avons mis en relief cet aspect européen de Liszt, et des différentes manifestations ont eu lieu dans les dernières semaines, derniers mois en France. Je pense notamment à l'action Playlist, où on a joué Liszt dans les cafés parisiens, dans les grandes villes de province, etc. Nous avons des concerts, et je crois sincèrement que ça a un certain succès. L'aéroport de Budapest vient d'être baptisé aéroport Franz-Liszt, etc. Donc, on fait tout pour faire croire aux gens que Liszt était hongrois. En fait, il était hongrois, mais il était européen. Donc, d'autres choses, sur cet aspect européen de la culture hongroise. Récemment, on a organisé toute une série de saisons culturelles hongroises. Il y avait la première, c'était à Paris, en France, en 2001, puis à New York, à Pékin, etc. Avec des succès différents. Je peux dire que la saison hongroise en 2001 en France était un succès. Je crois que ça a été reflété par le nombre de Français visitant la Hongrie, leur nombre a sérieusement augmenté dans les années suivantes. Et juste deux mots sur les marques hongroises qui sont peut-être les mieux connues par les Français, qui sont nées en partie des initiatives privées. Je pense notamment au festival Sziget, qui est le plus grand festival de musique populaire, pop et rock en Europe centrale, qui est organisé à Budapest. Sziget, ça veut dire île en hongrois, et c'est parce que c'est organisé sur une île au cœur de la capitale hongroise, qui est devenue, et chaque année, il y a entre 10 et 14 000 Français qui visitent Sziget. La première année, et c'est organisé depuis 1993. Et cette année-là, il y aura déjà tout un village français sur Sziget pour que les Français ne se sentent pas dépaysés, même en Hongrie. Et d'autres initiatives qui est à mes yeux d'une capacité, du niveau européen, c'est le Palais des Arts à Budapest, qui est un magnifique bâtiment financé en partie par le privé, et qui est devenu un carrefour intellectuel et culturel, surtout en musique classique et en ballet de toute
toute la région et qui est une très intéressante œuvre architecturale en plus. Donc si vous visitez éventuellement Budapest, n'hésitez pas à aller voir, c'est très... ça est devenu, comment dire en anglais, un brand, donc une marque hongroise assez bien développée. Donc voilà, je termine par ces propos et voilà une image assez fragmentée de la politique culturelle hongroise. Je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions, mais je crois que c'est une image fragmentée, mais qui démontre la vivacité de cette culture et peut-être les priorités de la politique culturelle hongroise aujourd'hui, qui est toujours ce projet européen, modernisation, accès à la culture et accès démocratique à la culture, donc un accès pour tout le monde. Donc c'est une culture avec des trames profondément centro-européennes et avec des vocations européennes à la fois. Donc je vous remercie de votre attention. Merci. Bien, merci beaucoup pour cet exposé très, très précis, à la fois sur le cheminement des politiques culturelles en Hongrie, mais aussi sur les différentes occasions de croisement de questions culturelles et de questions politiques dans l'histoire de la Hongrie plus largement. Alors, il me revient de parler, enfin, le point maintenant sur la situation des politiques culturelles de l'Union européenne. J'ai eu le plaisir de le faire ici il y a quelques années, lorsque la Suède a pris la présidence de l'Union, et à ce moment-là, on était dans la mise en œuvre de l'agenda culturel européen qui avait été adopté en 2007. Donc une époque plutôt de construction, et il me semble qu'aujourd'hui on est plus dans une époque d'inquiétude sur l'avenir des politiques culturelles de l'Union européenne. Inquiétude est liée au contexte budgétaire, puisqu'on est en train de définir les perspectives financières de l'Union européenne. Dans ce cadre-là, ceux qui surveillent et suivent les financements culturels européens ont beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir de ces financements actuellement, sans compter d'autres inquiétudes dont je vous parlerai un peu plus tard. Alors, c'est vrai qu'en France, on a toujours eu un rapport un peu ambivalent à l'égard de l'Union européenne comme acteur culturel, à la fois avec beaucoup d'espoir sur l'intervention de l'Union européenne, en même temps beaucoup de craintes. Pour résumer, les espoirs seraient que finalement l'Union européenne reprenne la façon française de faire des politiques culturelles et qu'on les déploie à l'échelle de l'Union européenne avec une forte intervention publique comme on l'a connu en France. Et en même temps des craintes importantes parce qu'on se rend compte que finalement il y a au niveau de l'Union européenne et dans ces politiques publiques des logiques libérales qui sont très, très puissantes. Et finalement, donc, on a plutôt le sentiment que ce qui est porté par l'Union européenne, c'est de considérer la culture comme un marché, alors que la France a développé une forte intervention des pouvoirs publics, dans le cadre de laquelle l'État a joué un rôle puissant et certains acteurs culturels, même très nombreux, très majoritaires, ont le sentiment qu'aujourd'hui l'État n'est plus en mesure de tenir son rôle et que finalement cet affaiblissement de l'État est parallèle à la montée en puissance de l'Union européenne et peut-être même dû à celle-ci. Alors il y a donc un mélange comme ça d'espoir et de crainte que je vais retrouver dans mon propos et qui va actualiser ce que j'avais pu présenter ici il y a quelques temps. Il faut rappeler quand même que, pour avoir des ordres de grandeur, que le programme culture de l'Union européenne, qui est en train de se terminer aujourd'hui, 2007-2013, est un programme qui est doté d'à peu près 57 millions d'euros par an pour les 27 États européens, plus les États associés. Et ce budget, il faut le rapporter à ce que sont les moyens des villes en particulier. Grenoble a un budget d'environ 32-34 millions d'euros pour la culture. Lyon, c'est environ 100 millions d'euros par année pour la culture. Donc, vous voyez que le budget européen n'est pas, en tout cas pour le programme culturel, n'est pas extrêmement important. Il y a d'autres sources de financement qui viennent d'autres programmes non culturels, mais à dimension culturelle, qui sont beaucoup plus importants, mais plus difficiles d'accès. Donc, le programme culture n'est pas financièrement une aubaine. C'est quelque chose d'autre qui se joue ici. Là encore, je vous parlerai un peu plus tard. Alors, mon propos sera en 3 temps. Je vais juste rappeler d'abord quelques repères chronologiques de l'intervention de l'Union européenne en matière culturelle, puis en souligner des aspects les plus saillants, et puis enfin je terminerai sur une comparaison, alors non pas une comparaison entre le modèle hongrois et le modèle français,
français, puisqu'il y a différents modèles hongrois, il y a peut-être plus de continuité dans le modèle français de politique culturelle. Donc, je comparais ce modèle avec ce que fait l'Union européenne pour bien repérer les différences. Et c'est là, me semble-t-il, le principal enjeu. Donc, moins du côté financier, au fond, que du côté d'un certain type de conception des politiques culturelles. Alors, sur les repères chronologiques, d'abord, je crois qu'il faut simplement rappeler que 92 et le traité de Maastricht a été un moment fondateur, puisque c'est le moment où on a intégré dans le traité une compétence culturelle explicite de l'Union européenne. Alors auparavant, il y avait déjà des débuts d'intervention culturelle de la part des communautés, mais rien donc d'explicite. Et les bases juridiques étaient multiples. On avait des bases économiques, notamment sur le marché commun, sur les questions des aides d'État, qui étaient finalement des façons d'entrer sur le terrain culturel. Il y avait des propositions de la Commission européenne, notamment un mémorandum qui date de 1972, où la Commission européenne commence à envisager une action des communautés en matière culturelle. Il y avait eu auparavant, je n'ai pas évoqué, le Conseil de l'Europe, qui avait aussi pris des positions importantes sur ces questions, notamment en termes de protection et de valorisation du patrimoine européen, et également en termes d'études, de recherche sur la culture, avec en plus un champ beaucoup plus large que celui des communautés, un champ géographique beaucoup plus large. Le Parlement européen, même à l'époque, on parlait encore de l'Assemblée européenne en 1973, avait créé une commission sur la jeunesse et la culture. Donc il y avait un début de préoccupation culturelle, mais c'est vraiment donc, le traité de Maastricht qui a posé donc, une base importante de référence avec une compétence explicite. Alors, je vous rappelle une formulation de l'article 151 auparavant, 167 aujourd'hui, l'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. Donc on voit comment ces textes sont débattus, sont des équilibres entre différentes sensibilités, parce qu'il faut rappeler effectivement que tous les États européens n'ont pas la même expérience en matière culturelle, et que donc la responsabilité d'un État ou d'un quasi-État comme l'Union européenne en la matière fait débat, et donc il y a eu beaucoup de négociations et de compromis dont cette rédaction témoigne aujourd'hui. Alors cette date donc, a permis de lancer un certain nombre de programmes culturels avec différents domaines, les Kaléidoscope pour la création artistique, Ariane pour le livre, Raphaël pour le patrimoine, Média pour les médias et le cinéma, mais aussi les villes européennes de la culture, qui ont été donc un élément important de visibilité de l'action de l'Union européenne en matière culturelle, bien qu'elle finance très peu la capitale européenne de la culture. Et puis il y a eu donc des politiques régionales, de cohésion économique et sociale qui ont développé des aspects culturels assez importants avec des financements beaucoup plus importants d'ailleurs que le programme culture. Alors tout ceci a donné naissance aussi à une institutionnalisation de cette politique avec des services, donc la Direction générale éducation et culture au sein de la Commission, la Commission éducation et culture au sein du Parlement européen. Je remarque ici que, comme en Hongrie, dans d'autres pays, on associe éducation et culture, qui sont des services qui sont liés, même si la Direction générale de la Commission a d'autres compétences, notamment sur la jeunesse, sur les programmes médias, sur le multilinguisme, mais on associe éducation et culture, alors qu'en France, on a depuis 1959 deux ministères séparés, donc avec une autonomisation assez importante des questions culturelles par rapport aux questions éducatives. Et puis, il y a, donc, en rapport avec les différentes représentations permanentes, avec le COREPER, il y a un comité d'affaires culturelles qui permet de préparer, entre les représentants des différents gouvernements européens, des décisions que prendront les ministres européens sur des questions culturelles, donc le CAC étant l'endroit où se négocie, dans un premier temps, les affaires culturelles pour le Conseil de l'Union. Alors ensuite, une autre date importante a été en 1999 un programme qui a été adopté, un programme cadre qui a essayé de rassembler tous ces programmes un peu dispersés portant sur le patrimoine, portant sur la création littéraire ou la création artistique. Donc le programme Culture 2000 qui a été donc actualisé en 2004 pour le nom du programme 2007-2013. En 2007, donc, il y a eu cet agenda
culturel européen qui a été adopté par une décision du Conseil de l'Union sur proposition de la Commission. Programme d'ailleurs qui a été adopté très largement à la suite du choc produit dans les services de la Commission par le rejet du traité portant constitution européenne, notamment en France et aux Pays-Bas, mais en particulier en France. Et ça a eu un effet assez important sur les personnels de la Commission, en se demandant si finalement il n'y avait pas eu quand même trop de distance prise entre leurs activités et les populations, et avec une vraie volonté de repenser leurs interventions, notamment culturelles, avec beaucoup plus de liens entre eux-mêmes et la société civile, et j'en parlerai un peu plus loin. Et puis donc aujourd'hui, on est en phase de redéfinition des perspectives budgétaires de l'Union européenne, avec ce grand programme de l'Europe 2020 pour une économie de la connaissance intelligente, durable et inclusive, pour reprendre les termes de ce programme. Et il faut maintenant encastrer la politique culturelle dans cette grande perspective de l'Union européenne. Et actuellement, une consultation donc, a eu lieu, je parlerai ensuite, des milieux culturels pendant le dernier semestre 2010. Une synthèse va être faite et la Commission va essayer de défendre à la fois un budget culturel et un projet culturel pour l'Union européenne. Donc voilà pour cette histoire. Maintenant, les aspects les plus saillants de l'intervention de l'Union européenne dans l'état culturel. Alors, je vais essayer ici d'être le plus honnête possible en me disant que je ne vais pas tout rassembler, mais peut-être relever quelques points qui me paraissent subjectivement les plus saillants. Récemment, la commissaire européenne en charge de la culture, mais aussi de l'éducation, mais aussi du multilinguisme, de la jeunesse et du programme média, qui est une chypriote, Andrea Vassiliou, a fait une communication auprès du Conseil de l'Union et elle a valorisé bien d'autres choses que celles dont je vais parler maintenant. Notamment, elle a beaucoup évoqué le label patrimoine européen, qui est un label que la France d'ailleurs avait porté lorsque la France présidait l'Union il y a quelques années, qui est un label qui pourrait être attribué à certains éléments du patrimoine européen. Alors, pour la France, il y avait la maison Schumann, la cour du Palais des Papes à Avignon, l'abbaye de Cluny, mais ce sont donc des éléments, enfin, je ne sais pas, une politique qui me paraît extrêmement significative, si ce n'est de la volonté de la France à l'époque, présidente de l'Union européenne, de marquer sa présidence. Mais en termes de politique culturelle, ça ne me paraît pas être extrêmement significatif, mais voilà, donc, elle en a parlé, ce dossier avance, comme elle a évoqué aussi, la future capitale européenne de la culture en 2015. Bon, ce sont des programmes intéressants, mais pas forcément les éléments les plus saillants à mes yeux de cette politique. Alors, 5 points me paraissent à retenir dans cette politique de l'Union. D'abord, il y a manifestement une recherche de cohésion et même de cohérence dans sa politique culturelle. Alors, on l'a vu dans cette histoire que j'ai rappelée avec des programmes assez diversifiés, un peu éclatés, qu'on rassemble des programmes locaux, qu'on révise à nouveau, qu'on remet en cohérence pour le programme culture de 2013. Donc il y a vraiment la vision, une nécessité ici d'éviter une segmentation des budgets culturels en différents domaines, mais de montrer la cohérence de l'ensemble et surtout de mettre en cohérence cette politique culturelle avec les grandes stratégies de l'Union européenne. Donc il y a eu la stratégie de Lisbonne pour une économie la plus compétitive au monde, donc on a essayé de montrer comment la culture pouvait contribuer à cela. Il y a eu la stratégie de Göteborg en 2001 pour un développement durable. On a voulu montrer aussi que dans le développement durable, il y a la diversité naturelle, biologique, et il y a également à prendre en compte la diversité culturelle, donc on a voulu intégrer ça aussi. Et aujourd'hui, je l'ai rappelé, il y a cet objectif donc, de l'Europe 2020, une croissance intelligente, inclusive et durable. Et donc on cherche à faire en sorte que la politique culturelle soit intégrée à ces grandes stratégies et non pas quelque chose d'un peu à part, à l'écart, comme on l'a connu dans beaucoup de pays, et notamment en France. Deuxième caractéristique, c'est cette politique culturelle de l'Union. Elle est marquée par deux notions fondamentales. La première qui est la diversité culturelle, on l'a vu évoqué dans le texte du traité de Maastricht, avec assez logiquement un aspect de la subsidiarité en la matière par rapport aux États, par rapport aux interventions même des autorités locales et des régions en particulier. Et donc c'est ce qui fait que la culture est pour l'Union une compétence
plus que ça, en laissant au maximum les États, voire les autorités locales agir en la matière. Et deuxième notion fondamentale, c'est la coopération entre les États membres pour un héritage culturel commun, mettre en valeur un héritage culturel commun. C'est ce qui explique aussi que l'Union européenne finance des projets pour ce programme culture, dans la mesure où il y a une coopération entre différents porteurs de projets installés dans différents États européens. Donc elle est soucieuse de la plus-value culturelle, au fond, de la dimension culturelle de ce qu'elle soutient, et ne se substitue pas au rôle des États membres. Troisième caractéristique, c'est une distinction que je vais faire à l'instant qui sépare l'action de la communauté au titre de ses programmes culturels et son action au titre d'aspects culturels d'autres politiques européennes, notamment c'est, tout à l'heure je l'avais cité, c'est la politique régionale, la politique de cohésion économique et sociale, qui peut avoir des aspects culturels. On peut mettre la culture au fond dans le cadre de politiques favorisant le développement économique et social du territoire. Et à ce titre-là, elle dispose de financements assez importants. Enfin, une note de la Commission disait qu'entre 2007 et 2013, on disposait à ce titre d'environ 6 milliards d'euros pour la culture, environ 1 milliard par an. On est bien loin des 57 millions par an des programmes culture. Donc on a ici affaire à des sources de financement qui sont plus complexes à obtenir, qui supposent de participer à des projets de développement territoriaux, mais qui existent et qui ne sont pas très négligeables. Quatrième caractéristique, c'est que la politique de l'Union européenne, depuis 2007 en particulier, depuis l'agenda culturel européen, cherche à favoriser une structuration de la société civile européenne en matière culturelle. Autrement dit, l'Europe cherche à dialoguer, à construire un dialogue avec cette société civile, avec ses organisations professionnelles, les fédérations agissant dans le domaine culturel, pour travailler avec elles, partager des diagnostics communs, définir des perspectives ensemble. Et dans ce cadre-là, trois plateformes ont été mises sur pied, une sur l'accès à la culture, une sur les industries culturelles et la vie créative, et une autre sur le dialogue interculturel. Donc, ce sont des plateformes, des lieux ou des occasions d'échanges, de rencontres, de débats, pour que la Commission puisse être à la fois à l'écoute de ce que propose la société civile, pour qu'elle puisse intégrer celle-ci dans sa réflexion sur les politiques culturelles et légitimer au fond ses choix ou ses propositions en la matière en s'appuyant sur cette société civile organisée. Et puis, cinquième caractéristique, ce sont les rapports avec les États membres. Aujourd'hui sont marqués par ce qu'on appelle la méthode ouverte de coordination, donc la MOC, qui fait qu'on n'est pas dans ce secteur marqué par des directives européennes, des règlements européens. Il y en a quelques-uns dessus, notamment sur les questions financières, mais de plus en plus, prenons compte de ces histoires, vous l'avez rappelé, différentes des États européens en matière culturelle, prenons compte du fait que tout le monde n'en est pas au même niveau d'investissement culturel. Parfois, ce sont des États centraux, parfois, ce sont les collectivités territoriales, voire les États fédérés. Parfois, il y a une volonté de libéralisation ou au contraire une tradition d'interventionnisme. Parfois, donc, il y a eu des grands traumatismes politiques ou pas. Et donc, on n'est pas dans la même situation dans les différents États européens. Et s'entendre à Bruxelles sur une politique culturelle est très compliqué. Donc, on a plutôt choisi depuis 2007 de travailler dans les perspectives de cette méthode ouverte de coordination, avec l'idée au fond qu'on va essayer de faire avancer la cause culturelle par les connaissances, c'est-à-dire en se donnant quelques objectifs et en voyant étape par étape comment on parvient ou on ne parvient pas à atteindre ces objectifs, en échangeant des preuves, des statistiques sur les situations culturelles de ces États, en échangeant les bonnes pratiques, comme on dit, et en faisant progresser au fond le développement des politiques culturelles plutôt par ce mode-là que par les directives qui tomberaient du niveau européen. Donc dans ce cas, des groupes de travail sont constitués sur des questions de mobilité d'artistes, de collection muséale, d'industrie créative également, ou de cinéma, de culture et d'éducation. Donc beaucoup de travaux qui sont menés dans ce cadre-là entre les services des États membres pour développer donc, leurs interventions, les rapprocher, les comparer et échanger des bonnes pratiques.
Alors pour terminer, je vous avais proposé de comparer donc, cette intervention de l'Union européenne et ce que la France a pu faire en matière culturelle. Donc je vais comparer le modèle français et le modèle soviétique qui a été aussi en référence à l'époque où s'est bâtie une politique culturelle ici. Donc il y a plusieurs éléments de comparaison. D'abord, sur les finalités, il me semble qu'en France, on a plutôt développé une politique culturelle où, au fond, il s'agissait de défendre l'art pour l'art, la culture pour la culture, et la culture étant assimilée aux arts. Donc une réduction quand même du champ de la culture aux expressions artistiques. Il me semble que l'Union européenne développe plutôt une politique de finalité extrinsèque. Ça veut dire que les objectifs ne sont pas que culturels. Au fond, il s'agit de participer aux grands objectifs européens de la paix en Europe, du dialogue entre la population européenne, du développement économique européen. Et donc, de plus en plus, au fond, les objectifs des politiques culturelles ne sont pas culturels, en tout cas pour l'action de l'Union. Ce qui pose bien sûr beaucoup de problèmes aux acteurs culturels français en particulier, qui se disent que lorsqu'ils vont solliciter un financement européen, ils seront instrumentalisés pour d'autres causes culturelles. Donc, leur culture des politiques culturelles fait ici un peu problème. Deuxième élément de comparaison concerne la gouvernance de ces politiques. Alors, en France, on a plutôt une habitude de coproduction entre l'État et les collectivités territoriales. Dans le cadre européen, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire que finalement, on essaie de déléguer le plus possible, de laisser intervenir le plus possible le niveau jugé le plus compétent en la matière, et donc de réserver l'intervention de l'Union européenne qu'à des actions qui ne pourraient pas être réalisées par d'autres. De même, toujours dans la gouvernance, je l'ai dit, l'Union européenne sollicite la société civile, travaille avec elle, l'écoute, se concerte avec elle. On a plutôt une tradition en France, une mise à l'écart de la société civile avec une fonction publique extrêmement sûre d'elle-même, ou un ministère en tout cas très sûr de lui-même, et qui avait défini par avance le beau, le bon, le bien, le souhaitable pour la société, mais qui n'entendait pas dialoguer ou négocier avec la société civile, en tout cas officiellement. Troisième élément sur la gouvernance, c'est l'usage de la connaissance et des études. Donc, il y a une tradition qui vient du Conseil de l'Europe, qui est reprise par notamment la Commission européenne, de s'appuyer sur des connaissances, sur des preuves, sur des statistiques, sur des études, quelque chose qui est très affirmé au niveau européen, qui l'est beaucoup moins au niveau français. On a des études, bien sûr, en France, des services d'études de recherche en culture, mais qui sont plutôt considérés comme des empêcheurs de tourner en rond, puisqu'ils demandent sans cesse que les objectifs de l'État ne sont pas réalisés. Donc, de côté, pour ne pas s'appuyer sur eux et pour toujours avancer la même politique. Et puis enfin, troisième et dernier axe de comparaison, il concerne donc les orientations de ces politiques. Dans le cadre français, on a une politique qui est très sensible aux arts, aux primaires artistiques. On parle de culture, mais essentiellement on parle d'art et d'activités artistiques, avec une volonté traditionnelle d'unification et de rassemblement par le partage des mêmes références artistiques. Dans l'Union européenne, la diversité culturelle est un élément premier d'intervention, surtout que l'Union est partie maintenant à aux conventions de l'UNESCO sur cette question, et donc l'Union est plutôt porteuse de politique du dialogue interculturel. Et puis, de même en termes d'orientation, je ne peux évoquer pour l'instant, mais dans le cadre de l'Union européenne, les domaines des médias, les domaines des industries culturelles sont extrêmement importants parce que ça pèse très lourd dans l'économie de l'Union européenne. Et donc, on a beaucoup d'attention de la part des instances européennes pour ces questions médiatiques et industries culturelles qui sont en France assez peu centrales dans la politique culturelle. Elles le sont de plus en plus, mais en tout cas, elles sont de plus en plus prises en compte, mais elles ne sont pas traditionnellement dans le champ de cette politique, toujours un petit peu en marge, depuis que Malraux les a carrément mis à l'écart en mettant en avant plutôt leur danger. Puis alors, pour conclure, je vous l'ai dit, donc il y a aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes sur l'avenir de l'intervention de l'Union européenne en matière culturelle. Donc pour des questions financières que j'ai un peu évoquées, mais aussi pour des questions plus politiques
politique, puisque, on le sait, il y a une montée de la xénophobie en Europe, et il y a des mouvements populistes qui prennent de la vigueur partout en Europe, donc de l'hostilité entre des populations, des groupes, des crispations identitaires qu'on a connues un peu en France, on a connu aussi en Hongrie, on connaît en Belgique, ce qui est quand même assez frappant pour ceux qui pensent à la question de l'Europe, puisque l'État, pratiquement où se trouvent les principales institutions européennes, se divisent sur des questions culturelles, et la division est tellement forte qu'il n'y a pas de gouvernement officiel depuis plus d'1 an maintenant. Donc on a ici une situation qui est quand même très, très inquiétante et qui pourrait pratiquement être considérée comme une façon de montrer l'échec des politiques de l'Union européenne. Alors pour terminer sur un mode plus optimiste quand même, je voudrais souligner qu'il y a donc de l'espoir encore, notamment de l'espoir dans cette ouverture de la Commission européenne aux acteurs culturels et à la société civile organisée dans ce domaine. Et notamment, il y a des organisations culturelles, comme je pense à ce grand réseau qui est Culture Action Europe, qui a lancé une pétition qui s'appelle We Are More, qui a actuellement rassemblé 10 000 signatures, 15 000 sont espérées. Et cette pétition souligne les inquiétudes que j'ai déjà évoquées, mais entend démontrer qu'il y a un vrai attachement des Européens à la question culturelle et à la prise en charge de cette question, en partie bien sûr par l'Union européenne. Et We Are More, ça veut dire simplement que nous ne sommes pas seulement des producteurs et des consommateurs, mais qu'on a aussi des droits culturels, des droits en matière d'éducation, de citoyenneté active, comme on le dit, et qu'il faut donc financer la culture pour développer des sociétés créatives, inventives, démocratiques, etc. Et donc cette pétition de We Are More fait écho à la consultation que la Commission européenne a lancée à la fin de l'année 2010, qui donc faisait aussi état de questionnement de la politique européenne, notamment du fait de la mondialisation, du fait du développement de la culture numérique, et on a interrogé donc les Européens sur cette question, en essayant de les mobiliser sur ce point. Alors, il y a eu, là malheureusement, simplement environ 1000 réponses, donc beaucoup moins que la pétition. La synthèse est en cours de réalisation. J'ai regardé les réponses, c'est assez étonnant de voir qui répond et comment les services de la commission vont pouvoir trier ces réponses et les synthétiser, parce qu'on a affaire à des choses très, très hétérogènes. J'ai regardé pour la France, parce que bien sûr, je cherchais à savoir qui avait répondu. Alors on distingue les réponses d'autorités publiques, d'organismes européens, autres organismes ou individus. C'est beaucoup d'individus qui ont répondu, des gens que je ne connais pas. J'ai repéré un seul nom, Françoise Bellamy, d'une économiste de la culture, les autres me sont inconnus. Et dans les autorités publiques qui ont répondu, il y a, notamment, j'ai vu le Théâtre National de Bretagne, la Fédération des MJC de Bretagne aussi ont répondu, la Chambre de métiers valdoise, par exemple, le Conseil général du Bas-Rhin, la région Pays de la Loire, la région Poitou-Charentes ont répondu, la ville de Strasbourg a répondu, etc. Enfin, c'est assez hétérogène, et quand j'ai vu donc la classer comme organisme public le Théâtre National de Bretagne, je savais qui était sur la réponse. Ce théâtre porte un nom curieux parce qu'il n'est pas national en fait. Ce n'est pas un établissement public comme les autres théâtres nationaux, c'est une société d'économie mixte financée par les fonds publics, mais qui est dirigée par le président du syndicat, le directeur d'établissement d'action culturelle, et donc c'est une position syndicale qui s'exprime ici dans sa réponse, où effectivement il s'agit de demander à l'Europe de reprendre la politique française et de l'élargir. C'est vraiment leur position caractéristique. Et donc il y a plein de réponses extrêmement intéressantes. Ici, je crois, avec cette mobilisation de la population, de la société civile, de quoi penser qu'il y a de l'espoir malgré tout. Il ne s'agit pas de défendre simplement les valeurs propres à son secteur, mais il s'agit de montrer que la culture peut contribuer aux grands objectifs de l'Union européenne. Là, je pense que ce sera à la fois un secteur légitime et un secteur très, très utile. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce passionnant moment. Et avant de passer au débat, parce que vous allez avoir quelques minutes de débat, bien entendu, je voudrais rajouter que
cette rencontre est le début d'une soirée, puisqu'elle sera suivie d'un concert avec l'ensemble vocal Extravaganza. La musique est un partage depuis longtemps, et donc ce concert sera également suivi par un dîner aux couleurs hongroises au restaurant Le 5. Si certains d'entre vous sont intéressés, il suffit de signaler en sortant de cette salle. Et donc, sans plus attendre, je passe la parole au public pour les questions qui pourraient être posées pour ce débat. Bonsoir. Je voudrais d'abord poser une première question sur le rôle du mécénat pour la défense du patrimoine culturel en Hongrie. Et la deuxième question, c'est que je voudrais connaître l'importance du mouvement de réaction contre l'Occident, mouvement culturel qui se produit sous le vent du renouveau du mouvement touranien. Est-ce qu'on doit accorder une importance à ce mouvement ou est-ce qu'on doit le prendre au sérieux? Quel est son rôle et son importance dans la vie culturelle en Hongrie actuellement? Je réponds tout de suite, mon collègue, enfin je ne sais pas, je ne connais pas les usages. Oh. Peut-être je réponds. Donc, sur le mécénat, donc, pour le mécénat, c'est pas une question d'argent, c'est une question de société, je pense. Donc, dans les 20 années de démocratie libérale, de marché, il ne s'est pas encore formé un groupe de capitalistes, de businessmen ou de financiers hongrois qui, en masse, enfin il y a des exceptions, mais ils sont assez peu nombreux. Donc on ne trouve pas ce genre de mécénat qu'on trouve par exemple aux États-Unis, où toutes des aides d'université, des bibliothèques, des centres d'archives sont bâtis avec l'argent d'individuels, enfin de riches mécènes. Donc si votre question concernait le mécénat privé ou le mécénat en général, donc ce n'est pas encore très développé. Il y a des exceptions, bien évidemment, donc je ne vais pas généraliser, faire l'amalgame entre ceux qui dépensent vraiment de l'argent pour sauver certaines parties du patrimoine culturel ou financer certaines parties, ceux qui ne le font pas, mais ils sont, à vrai dire, ils ne sont pas très nombreux. Et d'autres particularités de ce système culturel, enfin de la politique culturelle hongroise, mais qui est, je pense, je ne vais pas généraliser, j'ai peut-être tort, qui est peut-être commun à tous les pays d'Europe centrale, que même dans cet état de crise, dans cette situation de crise, dans ce dénouement matériel assez flagrant, mais c'est toujours l'État qui a le plus d'argent. Enfin, je veux dire, c'est toujours l'État qui peut agir plus ou moins efficacement en matière de culture. Donc, c'est ce qui concerne le mécénat. Et d'autre part, ce qu'on constate dans les 20 dernières années, en ce qui concerne le financement, ça devient de plus en plus centré sur l'État elle-même, enfin l'administration centrale, les collectivités territoriales, qui ont perdu petit à petit toutes leurs ressources, parce qu'avec les restrictions budgétaires, etc., aujourd'hui, ils se trouvent dans une situation extrêmement critique. Plusieurs centaines de municipalités en Hongrie sont en état de faillite, enfin en état de faillite financière, donc ils ne sont pas capables de chauffer l'école élémentaire dans le village, donc à ce point-là. Donc on constate que les instituts culturels, enfin les institutions culturelles dans les mains des collectivités territoriales, qu'il s'agisse du département ou de la municipalité, sont de plus en plus sous-financées, si ça existe en français, cette expression, sont en manque d'argent. D'autres questions très pertinentes, je crois, c'est ce sentiment de mouvement contre l'Occident, si j'ai bien compris votre question. À mon avis, ça existe en Hongrie comme dans d'autres pays de l'Europe centrale et orientale, mais ce n'est pas un mouvement, je dirais, c'est pas
pas forcément de l'ordre du politique, c'est de l'ordre du psychologique, en quelque sorte. Donc c'est un sentiment de frustration. Il y avait beaucoup d'attentes par rapport à l'Union européenne, notamment la démocratie libérale, le capitalisme, enfin le marché, et qui se sont, enfin, une partie de ces attentes ont été déçues, et pour ça, une partie de la population, parmi les plus démunis ou qui se sentent les plus menacés, il y a un certain mouvement tournure vers l'Occident. Mais comme j'ai beaucoup travaillé sur l'entre-deux-guerres, je suis historien essentiellement de l'entre-deux-guerres, j'ai vu des mouvements semblables dans les années 20, dans les années 30, mais on voit dès qu'il y a une amélioration de la situation économique, enfin je ne vais pas faire du marxisme d'Otard, enfin, bien évidemment il y a des relais, enfin, je ne veux pas dire que c'est forcément dû à la situation économique, mais quand ça va un peu mieux, tous ces mouvements perdent de l'élan. Actuellement, en Hongrie, il y a une extrême droite radicale assez puissante. Ils ont obtenu 15% d'élections. Ils sont un groupe parlementaire. C'est un parti utopique. Enfin, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Eux, ils prônent une politique de tournure vers l'Orient, des rapports avec les Russes, ce qui est assez étrange, enfin, pour un parti nationaliste, je dis ça entre parenthèses, vers la Russie, vers les républiques vers la Turquie, vers les républiques de l'Asie centrale, de Kazakhstan, Turkménistan, etc., et vers l'Extrême-Orient, plus particulièrement la Chine. Mais c'est une frange de la société qui je pense pas représentative, même dans l'électorat de ce parti, ils ne sont pas majoritaires, les Hongrois. Enfin, je crois sincèrement que la société hongroise, en tout, est tournée vers l'Occident. Enfin, ils ne se considèrent pas comme, bien évidemment, ayant des attaches linguistiques, enfin, des racines dans l'est de l'Europe, dans les steppes, et avec des origines peut-être finno-ougriennes, peut-être turques, on ne sait pas trop, enfin, il y a un débat là-dessus également, mais la société hongroise elle-même est carrément tournée vers l'Occident. C'est juste cette montée de mouvements, je ne dirais même pas anti-occidental, mais protestataire, identitaire, est beaucoup plus due à une frustration, due à la crise financière, due à une certaine déception, due à certaines déceptions qui sont les produits de cette transition démocratique. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai une question pour les deux orateurs. L'une concernant la Hongrie. Quelle est la politique culturelle de la Hongrie en matière de bibliothèque? J'avais la chance de visiter la bibliothèque centrale municipale de Budapest qui a été créée dans un ancien château, palais de cette ville, et qui est absolument remarquable. Je voulais savoir si il y a une politique nationale hongroise en matière de bibliothèque. Et l'autre question, c'est pour Philippe Tellier, concernant la politique de l'Union européenne en matière de programme de bibliothèque. Il y a le programme numérique avec l'Europeana, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que vous les connaissez? Merci. Ma réponse est assez courte. Non, il n'y en a pas, malheureusement. Mais c'est vrai que la bibliothèque de la ville de Budapest, que vous avez probablement visité, c'est le Szabó Könyvtár, qui est un très bon exemple, à mes yeux, de l'ouverture, de modernisation, une volonté d'ouvrir vers le public. Ce qui n'est pas. Et on trouve des initiatives pareilles dans les grandes villes du pays. C'est très intéressant, comme je viens de dire, que les collectivités territoriales ont moins d'argent, mais
dans les années 90, début des années 2000, ils ont mis en œuvre un véritable programme de modernisation qui n'ont pas pu continuer ces derniers temps parce qu'il faute de moyens. Et ce qui est très intéressant, contrairement à cela, les institutions nationales, donc par exemple la Bibliothèque nationale de Hongrie qui se trouve dans le château de Buda, dans un cadre assez prestigieux, je sais pas, est dans un état, enfin je ne dirais pas de délabrement, mais bon, carrément des années 80 concernant les logiciels, tout le système, c'est assez fermé, enfin je veux dire, mis à part les chercheurs et les étudiants les plus assidus, c'est pas très accueillant, etc. Donc il y a une contradiction à cela. Et mon impression à moi, c'est que les collectivités territoriales ont fait mieux ces derniers temps que les institutions financées par l'État, mais la situation est en train d'être renversée parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais une politique de bibliothèque à l'échelle nationale, malheureusement, il n'y en a pas. Ce qui est intéressant, c'est les différents projets numériques qui sont mis en œuvre, qui sont très très utiles, qui sont très bien utilisables dans l'enseignement supérieur ou secondaire, mais qui ne sont pas forcément, c'est encore très intéressant, c'est pas forcément lié à des institutions publiques. Donc c'est pas, on trouve, donc par exemple concernant Gallica, par exemple sur la page de BNF, vous trouvez des initiatives pareilles en Hongrie. Donc digital, enfin des documents historiques sous forme numérique, mais l'initiative est prise par le privé, par une entreprise privée qui a offert ses services au public et avec une concertation, ils ont développé des bases de données assez impressionnantes, mais ce n'était pas une initiative d'État, c'était une initiative privée qui s'est avérée assez fructueuse en fait, pour le privé et pour le public. Alors, s'agissant de l'Union, je fais une réponse assez proche, puisque d'abord, pour les raisons de compétences subsidiaires, l'Union européenne n'a pas à traiter des bibliothèques en gestion quotidienne, leur activité de proximité, mais la réflexion est plutôt sur la question de la numérisation, d'ailleurs qui vaut pour le livre comme pour d'autres produits culturels, et qui donc suscite des débats pour l'instant assez intenses entre les États membres, puisque donc, il y a des différences de position à propos d'offres de services par les grandes entreprises, notamment nord-américaines. Et donc il y a des recherches de position communes, avec en plus des questions qui sont gérées par d'autres services que les services culturels de la Commission, notamment les services qui sont en charge soit le marché, soit les questions de la société d'information. Et donc pour l'instant on est en phase de réflexion, me semble-t-il. Voilà, je relisais mes notes d'une rencontre récente avec un fonctionnaire de la représentation française qui avait donc évoqué ce sujet. Donc il apparaissait qu'il y avait effectivement beaucoup de débats internes entre les États membres pour définir les politiques à peu près harmonisées en la matière, notamment pour la gestion des droits sur les œuvres orphelines en particulier, mais aussi pour l'accès du public européen à ces catalogues et à ces collections numérisées désormais. Et donc il y a des réflexions sur ce sujet, mais pas grand-chose pour l'instant qui n'a débouché, mais plutôt sur une phase de rapprochement des positions pour essayer de définir une attitude relativement homogène des États européens. Merci. Nous allons devoir en rester là, puisque le concert va suivre et que nous avons une petite préparation de la salle claire. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Merci à tous. Et puis, bien entendu, vous êtes conviés pour ce concert avec Liszt, Kodály et Brahms au programme et une excellente chorale, puisqu'il s'agit d'un ensemble vocal Saraganza dirigé par Ibrahim Semnani.